Chers amis, notre première étape dans l'affaire Barbie a été de faire annuler le non-lieu que le parquet de Munich lui avait accordé le 22 juin 1971. La justice allemande essayait ainsi de faire obstacle à la campagne que nous menions pour faire juger les criminels SS qui, à la tête de l'appareil policier nazi, avaient organisé la solution finale. Il y avait Kurt Lischka, qui supervisait la Gestapo en France et qui avait été le prédécesseur d'Eichmann comme chef du service des affaires juives de la Gestapo dans le Troisième Reich, et Herbert Hagen, référendaire personnel du général Auberg, chef supérieur des SS et de la police allemande en France, et qui avait été le chef du service des affaires juives de SD de Heydrich, où il avait formé Eichmann, Dannecker et toute l'équipe de la solution finale. Le motif invoqué pour le non-lieu de Barbie était qu'on ne pouvait prouver que subjectivement, il savait que le sort des Juifs, y compris celui des enfants, leur serait fatal une fois arrivés à destination. Avec ce raisonnement, nous risquions de ne pas obtenir le procès de Hagen et de Lischka. Il nous fallait donc mener campagne contre ce non-lieu et également essayer de trouver un document où un témoin établissait que Barbie savait quel sort attendait les Juifs à Auschwitz. Dans les archives du Centre de documentation juive contemporaine du Mémorial de la Shoah, qui s'appelait à l'époque Mémorial du martyr juif inconnu, Serge avait trouvé une liste des noms des enfants des yeux. Parmi ces noms, ceux de Mina et Claudine Hallenbrunner. C'était un nom particulier, pas comme celui des trois enfants Ben-Guigui. Dans l'annuaire téléphonique, il y avait un Alexandre Hallenbrunner. Nous avons téléphoné. Il était fils et frère des victimes de Barbie. Il connaissait Fortuné Ben-Guigui, la mère des trois frères, Jacques, Richard et Jean-Claude. Je la rencontre. Son visage reflète les souffrances passées toujours présentes. Elle habite rue des Francs-Bourgeois dans le Marais. Elle a été déportée. Elle me raconte comment elle a souffert des expériences médicales infligées dans le bloc 10 à Birkenau, où elle était arrivée par le convoi 58 le 31 juillet 1943, et comment, au printemps 1940, elle a cru reconnaître dans un tas de vêtements de personnes venant gazer le pull vert de son fils Jacques, tricoté par sa grand-mère. Elle espérait encore de trouver ses trois fils à son retour. Elle n'a trouvé que sa fillette à qui elle s'est dévouée. Je lui demande sans trop si elle accepte et si elle veut bien venir avec moi à Munich pour protester contre ce non-lieu accordé à Barbie. Elle accepte immédiatement. J'avais appelé des résistants, des anciens résistants et des juifs à Lyon à affréter un avion spécial Lyon-Munich et nous devions partir de Lyon le 12 septembre 1971 avec une cinquantaine de personnes. Laure Moulin, la sœur de Jean Moulin, m'avait encouragé dans ma démarche. Alexandre Hallenbrunner et Madame Begui étaient partis de Paris par le train et déjà arrivés sur place à Munich. La délégation, malheureusement, était très passive. Il n'a rien fait de ce que nous attendions de la part d'anciens résistants, sinon de nous interdire à Madame Ben-Guigui et à moi d'entrer au consulat français de Munich et de participer à la rencontre avec le procureur général de Munich, le docteur Manfred Ludolf. La raison? La peur du scandale. J'avais giflé le chancelier Kiesinger, il craignait que je ne cause un nouveau scandale. Je m'attendais à ce comportement et Mme Ben-Guigui était prête à entamer une grève de la faim. La délégation est repartie pour Lyon sans avoir fait quelques efforts efficaces et sans rien avoir obtenu. C'est notre tour d'agir puisque la situation exigeait. J'ai un peu mal à la gorge, alors excusez-moi. Deux femmes, une juive et une allemande. Notre matériel, la seule photo des trois fils de Madame Ben-Guigui, que j'avais fait reproduire en grand, et les pancartes que j'ai confectionnées dans notre chambre d'hôtel. Notre plan était simple. Demain,
nous nous installerons sur les marches du tribunal et Madame Benguigui entamera une grève de la faim, tenant entre ses mains la photo de ses enfants. Le lendemain, 9 h, nous y sommes. Il pleut, il fait froid. J'ai acheté pour Madame Benguigui des grosses chaussettes et des pantoufles chaudes. Les journalistes sont là parce que les passants se sont amassés. Le procureur général se résout à négocier. Nous montons dans son bureau. Il ouvre le dossier et j'ai apporté, il trouve le témoignage que Serge a obtenu d'un dirigeant de l'UGIF qui, à la réunion de l'UGIF en décembre 1943, avait entendu le directeur de l'UGIF de Lyon déclarer son angoisse après être intervenu auprès de Barbie pour qu'il ne continue pas à exécuter sommairement les Juifs. Il disait « Déportez les Juifs, mais ne le fusillez pas ». Et Barbie a répondu « Déportez ou fusillez, c'est la même chose ». Le procureur général nous a dit « Si vous retrouvez les témoins qui ont intercédé auprès de Barbie et qui confirment ce témoignage, je rouvre l'instruction dans le domaine de la persécution des Juifs ». Le jour suivant, Serge a retrouvé les témoins. Il est devenu avocat auprès de l'ambassade d'Israël et de la République fédérale allemande. Son témoignage a été pris en considération et l'instruction a été rouverte. Le procureur général a vu qu'il ne pouvait que faire confiance. Nous avons sympathisé et coopéré étroitement à partir de ce jour. Il a adressé à Madame Benguigui la lettre lui annonçant la réouverture de l'instruction. Elle était radieuse de voir que son engagement avait été efficace et qu'une étape était franchie contre l'impunité de Klaus Barbie. Quasi simultanément, un Allemand vivant au Pérou, c'était Herbert John, qui a pris contact avec moi grâce au procureur général de Munich pour me dire que la photo de Barbie que j'avais diffusée aux journalistes lors de notre manifestation avec Madame Benguigui était parue dans la Süddeutsche Zeitung, auquel il était abonné, et qu'il avait reconnu Barbie, son voisin, Klaus Altmann, qui venait de s'installer à Lima en provenance de La Paz. J'ai prévenu le gouvernement français qui a tardé à réagir. J'ai rendu publique ma révélation fin décembre 1971. J'ai décidé de la faire campagne en Bolivie avec les preuves de l'identité Barbie Altmann que m'avait donné le procureur Ludolf et l'analyse anthropométrique positive du quai des Orfèvres que j'ai obtenue avec un certain culot. Le 27 janvier, je pars seul pour Lima. Barbie, apprenant que j'arrive avec ce document, s'enfuit en Bolivie, où je le suis, et tous les médias m'attendent et titrent « Altmann et Barbie ». J'explique que Barbie n'est pas un habituel réfugié politique, mais un criminel contre l'humanité. Le secrétaire d'État de l'Intérieur dans la dictature, c'était la Bolivie, dirigée par le colonel Banzer, me demande de repartir à Munich et de revenir avec des réponses aux questions qui me communiquent. Je suis conduit chez le chef de la police, c'était le major Dito Vargas, réputé pour ses cruautés. Il m'interdit d'entrer en contact avec la presse. Je lui ris au nez sans qu'il réagisse. Je rentre à Paris, vers Munich, obtiens les documents demandés. Entre-temps, en Bolivie, Barbie vient d'être emprisonné et le journaliste Ladislas Loyas, qui était arrivé à La Paz, quand j'y étais déjà, a remarquablement interviewé Barbie et piégé. Le 12 février 1972, Barbie est remise en liberté. J'ai demandé à Simone Lagrange de m'accompagner. Elle a fini pour refuser au dernier moment. J'encaisse le coup et demande à Madame Hallumbrunner si elle se sent assez fort à 68 ans pour m'accompagner au plus haut de 4000 mètres à La Paz. Non, me répond-elle, je n'ai pas peur, je sais que je serai utile. Nous quittons Paris le 20 février 1972. À Lima, nous sommes bloqués par le refus des autorités boliviennes de nous recevoir à La Paz. 48 heures plus tard, coup de théâtre, le colonel Banz a pris la décision de nous accorder un visa d'entrée. Malgré l'interdiction de parler à la presse,
Nous multiplions interviews et Mme Allenbrunner retrace de façon si émouvante les crimes de Barbie contre sa famille. Et les journalistes sont émus et comprennent que Barbie ne s'attaquait pas seulement aux résistants, mais aux juifs et même aux enfants. Elle était consciente du sens de sa mission. Profitant, elle a été très efficace. Elle m'a accompagnée dans mes démarches à l'ambassade de France, chez les magistrats et les avocats boliviens. Elle a gardé son sang-froid quand les policiers, à plusieurs reprises, viennent de m'enlever et me conduire soit chez Major Vargas ou dans les locaux de la police. Barbie refusait toute confrontation avec Mme Allenbrunner. Son extradition refusée, je propose à Mme Allenbrunner de nous enchaîner devant le bureau de Barbie au centre de La Paz, sur le Prado. Elle accepte sans hésiter. La foule s'amasse, les voitures ralentissent. On n'a pas vu depuis longtemps une manifestation publique dans ce régime policier. 2 heures plus tard, 2 hommes arrivent et sortent de la camionnette pour nous arracher nos pancartes. Mais 2 jeunes boliviennes en fabriquent de nouvelles. Cela fait 6 heures que Mme Allenbrunner tient le coup. Nous avons vu défiler une bonne partie de la population de La Paz, ainsi le corps diplomatique. Le retentissement de cette protestation était important et positif. Nous avons agi au grand jour et éveillé la conscience. C'est ainsi que nous avons préparé le terrain. L'année suivante, c'était au tour de Serge et de Régis Debray d'aller en Amérique du Sud et mettre de notre côté les opposants à la dictature, lesquels, 10 ans plus tard, ont pris les pouvoirs, ont arrêté Barbie et l'ont mis dans l'avion, mais dans le territoire français. Entre-temps, quand nous avions inauguré le 18 juin 1980 notre mémorial de la déportation des Juifs de France en Israël à Roglit, c'est à Mme Benguigui, Allenbrunner, nous a demandé de dévoiler le monument en leur promettant que nous continuerons nos efforts pour ramener Barbie sur le lieu de ses crimes. Le 5 février 1983, Ida Rosa Allenbrunner, par une coïncidence extraordinaire, était au mémorial de Roglit quand elle a appris que Barbie était arrivée à la prison de Montluc à Lyon. 2 mères, l'une ashkénaze, l'autre séfarade, l'une née à Pologne, l'autre en Algérie. Elles ont aidé une Allemande à obtenir justice. Quand tous les supposés chasseurs de nazis restaient confortablement chez eux à donner des conférences de presse, ces femmes, ces mères, ont été les authentiques chasseurs de nazis. N'hésitez pas à aller sur place pour surmonter les obstacles. Et elles ont témoigné à Lyon d'une façon émouvante et déterminante. Fortuny Benguigui et Ida Rosa Allenbrunner avaient 4 enfants. Fortuny en a sauvé 1 et Ida Rosa 2. Mais Séraphine Halpern n'avait qu'un enfant, Georgi, elle l'a perdu. Elle était née à Vienne où Georgi était né lui aussi. Son mari Julius et elle n'ont pas voulu croire à la mort de Georgi. Ils l'ont recherché et recherché par les annonces dans la presse jusqu'en 1982. Julius était un dentiste réputé et un peintre de talent. Séraphine, une femme distinguée, cultivée et charmante. Georgi, son fils, était né en 1935, quelques jours après mon mari Serge, qu'il considère comme un frère, dont il a conservé et transmis la mémoire grâce aux documents que m'avait donné Séverine. Séverine est tout entière dans cette lettre qu'elle m'a envoyée en 1986. Je pense souvent à vous et je voulais vous écrire depuis un certain temps. Comment j'aurais aimé vous parler, mais comme vous avez pu le constater vous-même, c'était impossible. Chaque fois que le sujet Georgie est là, je ressens un craquement dans mon cœur et je ne peux plus prononcer un seul mot. Malheureusement, j'ai une très bonne mémoire. Je suis torturée jour et nuit par les images visuelles des incidents quotidiens du temps où Georgie était avec nous. Je ne peux rien oublier. C'était un garçon si charmant, si vivant, intelligent et plein de gaieté. J'ai rencontré une fois une femme qui avait perdu son fils dans un accident et qui avait dit et avait perdu après ça sa mémoire.
Quelle chance elle a eue. Nous essayons de vivre une vie normale, sortant et rencontrant d'autres gens. Mais où que ce soit, la question revient, avez-vous des enfants? Nous répondons que non, mais toute la soirée est gâchée, car cela ferait sur notre malheur absolu. Avec ainsi à la vie, personne n'a des soupçons, tant je monte de force tranquille. Trois mères martyrs, trois mères engagées, courageuses et courage méritent que la maison des yeux leur rend un hommage très visible, comme je l'ai demandé depuis très longtemps.